Comment un simple corridor logistique a-t-il pu provoquer un séisme géopolitique sous nos yeux? Non, ce n'est pas un titre accrocheur. Ce n'est pas une exagération. C'est précisément ce qui vient de se passer en Afrique de l'Ouest. Et si vous pensez encore que la confrontation entre les blocs militaires et la fuite progressive de la France sont les seuls enjeux, alors vous ratez l'essentiel. Car au moment où la CEDEAO croyait avoir verrouillé la région à double tour, frontières fermées, sanctions implacables, menaces répétées de Paris, un petit pays, presque en silence, a tout bouleversé. Le Togo. Imaginez la scène. Les grandes puissances s'étaient mises d'accord sur un plan simple: asphyxier les régimes militaires du Sahel en leur coupant tout accès aux ports et au commerce international. Le Bénin, clé de voûte du dispositif, ferme brutalement sa frontière avec le Niger. Les convois sont stoppés, les flux économiques s'effondrent, et la pression monte. C'était censé être la stratégie gagnante, celle qui forcerait le Mali, le Burkina Faso et le Niger à plier et à revenir dans le rang. L'Alliance des États du Sahel est acculée, la France surveille, confiante. Sauf qu'une faille, invisible dans le brouillard diplomatique, va tout faire basculer. Ce que très peu ont vu venir, c'est l'atout caché du Togo, sa position géographique unique et surtout son port de Lomé. Un port qui, loin d'être secondaire, avait été modernisé pour accueillir les plus grands cargos du monde, bien mieux que ceux de Cotonou, Tema ou Lagos. Mais surtout, avec une connectivité routière et ferroviaire capable de desservir tout le Sahel. Pendant que les regards étaient rivés sur le Nigeria ou le Bénin, le président Faure Gnassingbé a fait le choix discret mais décisif de garder ses frontières ouvertes. Résultat, les camions détournent leur route, la marchandise afflue à Lomé et la machine économique togolaise s'emballe. Coup de théâtre. Alors que le Bénin reste stupéfait de voir ses recettes fondre, la France panique en réalisant que la stratégie de containment s'effondre. Les sanctions de la CEDEAO, conçues pour être implacables, se vident de leur sens. Non seulement le corridor togolais permet aux États du Sahel de continuer à respirer économiquement, mais il offre aussi à Lomé un nouveau rôle de médiateur diplomatique entre blocs rivaux. Ce n'est plus simplement une question de commerce ou de transit de marchandises. C'est la redéfinition même de la puissance régionale, des alliances, de l'accès aux ressources vitales. Et, au bout du compte, c'est la possibilité pour un petit pays de faire perdre ou gagner des milliards à ses voisins, de rebattre les cartes du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Le tout, sous le radar des grandes capitales occidentales. Ignorer ce qui se joue aujourd'hui, c'est risquer de ne pas voir qui contrôlera demain les routes, les flux économiques et les alliances stratégiques les plus décisives du continent. Alors, comment le Togo a-t-il pu, en apparence par de simples choix techniques, provoquer ce bouleversement silencieux? Pour le comprendre, décortiquons d'abord le contexte régional et les stratégies en coulisses qui expliquent ce repositionnement spectaculaire. Pourquoi, pendant des années, la fermeture des frontières et les sanctions de la CEDEAO étaient-elles perçues comme des armes infaillibles contre les régimes jugés indésirables en Afrique de l'Ouest? La réponse semble évidente, presque mécanique. Quand on coupe l'accès vital à la nourriture, au carburant, aux médicaments, on met, en théorie, à genoux n'importe quel État enclavé. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tous membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, dépendent entièrement des ports côtiers pour faire entrer et sortir tout ce qui fait tourner la vie quotidienne, du riz jusqu'aux générateurs électriques. Face à l'enracinement de ces juntes, la CEDEAO, soutenue par la France et l'Occident, a donc mis en place une stratégie radicale. Fermer les routes commerciales, geler les avoirs, couper les flux bancaires. L'objectif? Isoler, asphyxier, forcer le changement par la pression économique là où la force militaire directe serait risquée et difficile à justifier. Dans ce dispositif, chaque acteur joue une partition bien rodée. Le Bénin, frontalier du Niger, ferme brusquement sa frontière. Derrière ce geste, il y a l'espoir de récolter des dividendes politiques auprès de la CEDEAO, mais aussi des retombées économiques à moyen terme, lorsque la crise serait, pensait-on, résolue. Les ports de Cotonou et de Lomé, déjà en compétition féroce pour la manne du commerce sahélien, se retrouvent au cœur de l'équation.
Qui contrôlerait la soupape logistique des pays enclavés? La logique semblait implacable. En unissant leurs efforts, les États côtiers pouvaient transformer le blocus en instrument de domination, dissuadant toute velléité d'indépendance totale des pays sahéliens. À ce moment, tout joue en faveur de la CEDEAO et de ses alliés. Si le blocus marche, les juntes sont fragilisées. L'incapacité à nourrir les villes, à faire rouler les camions, à allumer les lumières entame leur légitimité, peu importe le discours anti-impérialiste. Pour la France, pilier traditionnel de l'ordre régional, c'est l'occasion de sauvegarder une influence mise à mal ailleurs dans la région. Sur le papier, l'architecture des sanctions semble donc parfaite. Chaque verrou tient, chaque frontière fermée rapproche un peu plus les États sahéliens du point de rupture. Mais derrière cette façade, la réalité est plus subtile. Car ce que les stratèges de la CEDEAO et leurs parrains occidentaux n'avaient pas anticipé, c'est la capacité d'un petit acteur à subvertir tout l'échafaudage en misant sur l'audace diplomatique et l'intelligence logistique. En effet, au moment où le blocus s'installe, un pays opère une manœuvre discrète mais décisive, le Togo. Doté d'un port déjà compétitif et d'une tradition de neutralité habilement entretenue, Lomé refuse de fermer ses portes aux marchandises à destination du Sahel. Cette décision, loin d'être un simple opportunisme commercial, va bouleverser la donne régionale. Si la stratégie de la CEDEAO fonctionne, l'ordre dominant est sauvé, les règles du jeu restent inchangées, et la France, observatrice attentive, conserve sa place à la table. Mais que se passe-t-il lorsque, soudain, une pièce du puzzle décide de ne plus jouer selon les règles? C'est à ce moment précis que le Togo s'avance sur l'échiquier ouest-africain, prêt à redéfinir toute la dynamique du pouvoir. Et si la neutralité calculée du Togo n'était pas une fuite mais une attaque éclair? Regardons-y de plus près. Car derrière l'image d'un petit pays cherchant à ne froisser personne, se cache en réalité une stratégie redoutablement efficace, à la fois économique et politique. Sous Faure Gnassingbé, le Togo a su exploiter une carte maîtresse souvent sous-estimée, sa géographie. Coincé entre le Ghana et le Bénin, tourné vers la mer, le pays abrite le port de Lomé, le seul port en eau profonde de toute la région. Ce n'est pas un simple détail technique, c'est ce qui permet d'accueillir les plus grands navires du monde, de traiter des volumes massifs de marchandises, et surtout, d'offrir une porte d'entrée directe vers le Sahel, là où la plupart des autres ports ou corridors logistiques s'enlisent dans des goulots d'étranglement. Depuis des années, Lomé investit dans la modernisation, terminaux à conteneurs flambant neufs, procédures douanières fluidifiées, sécurité renforcée. Résultat, alors que le port de Cotonou au Bénin, longtemps rival, peinait à reprendre son souffle après la fermeture de la frontière nigérienne, Lomé s'est imposé sans bruit, captant flux, recettes et emplois. Mais ce repositionnement n'est pas que la victoire d'un port sur un autre. C'est le fruit d'une décision souveraine, mûrement réfléchie au sommet de l'État togolais. Ouvrir ses portes, laisser transiter marchandises, carburants, médicaments et biens vitaux vers le Niger, le Burkina Faso ou encore le Mali, alors même que la CEDEAO cherchait à asphyxier ces régimes via un embargo total. Là où d'autres ont joué la carte de la fermeté, le Togo a misé sur la souplesse. Résultat, non seulement le port de Lomé a vu passer un volume inédit de marchandises, dopant ses recettes douanières et ses revenus logistiques, mais tout un écosystème logistique, du transporteur au manutentionnaire, a profité de cette manne. Plus encore, ce choix a consolidé la position politique de Faure Gnassingbé. En maintenant des relations ouvertes, aussi bien avec les régimes sahéliens qu'avec la France, la CEDEAO ou même la Russie, Lomé a multiplié les canaux et les réseaux d'influence. La neutralité togolaise n'est qu'apparente. En réalité, elle offre au pays une agilité diplomatique exceptionnelle, lui permettant de rester membre à part entière de la CEDEAO, de bénéficier de l'appui occidental quand cela sert ses intérêts, tout en rendant d'inestimables services logistiques aux États sanctionnés. C'est une posture de funambule, certes risquée, mais qui redéfinit aujourd'hui les rapports de force en Afrique de l'Ouest. Évidemment, cette stratégie n'est pas sans péril. En encaissant les gains économiques, le Togo s'expose à des représailles, à l'isolement diplomatique
ou à la défiance croissante de ses voisins et partenaires. La France, par exemple, a averti Lomé, craignant que cette neutralité ne fasse voler en éclats tout l'édifice de sanctions conçu pour faire pression sur les juntes sahéliennes. Mais la capacité de Paris à faire plier Lomé reste limitée. Le Togo détient un levier logistique et diplomatique que d'autres ont déjà perdu. Au final, cette manœuvre togolaise a eu un impact bien plus vaste qu'un simple contournement d'embargo. Elle a fracturé le consensus régional, bousculé l'équilibre commercial et amorcé un mouvement difficilement réversible. Les transporteurs, les compagnies maritimes, les importateurs sahéliens, une fois habitués à la fluidité du corridor togolais, n'ont aucune raison de revenir massivement à leur ancienne route, même si les sanctions venaient à être levées. Pour des pays comme le Bénin, c'est un choc commercial, mais aussi politique, qui risque de durer longtemps. Mais au-delà du Togo, quels sont les effets en chaîne sur les autres acteurs régionaux? Quand une stratégie commerciale devient un bouleversement politique durable, le paysage de l'Afrique de l'Ouest se retrouve profondément transformé, et c'est précisément ce que nous observons aujourd'hui avec le Togo. En quelques mois, Lomé n'a pas seulement profité d'un contexte régional tendu pour renforcer sa position portuaire. Le pays a aussi bouleversé l'équilibre économique de ses voisins et remis en question les certitudes diplomatiques de la région. Prenons le cas du Bénin. Jusque-là, Cotonou constituait l'un des principaux points de passage pour les échanges vers le Sahel. Mais très vite, face aux sanctions de la CEDEAO et à la fermeture des frontières, les flux logistiques ont cherché des alternatives. Et c'est Lomé, fort de sa modernisation et de sa rapidité administrative, qui s'est imposé comme le hub de référence. Ce qui ressemble à un simple déplacement de camions ou de containers cache en réalité un choc économique d'une ampleur rarement vue. Pour Porto Novo, la réalité est brutale. Non seulement le Bénin perd des parts de marché logistique, mais il encaisse également un recul massif de ses recettes fiscales liées au transit. Car une fois que les opérateurs, les transitaires et les importateurs se sont adaptés à de nouvelles routes, l'inertie joue à plein. Les contrats sont renégociés, les assurances déplacées, les habitudes commerciales consolidées autour de la plus grande fiabilité de Lomé. Même si la situation régionale se normalise demain, difficile d'imaginer que toutes ces chaînes logistiques reviennent en arrière. Ce n'est plus une question de crise passagère. C'est une transformation structurelle où le Bénin risque de lutter longtemps pour reconquérir un trafic qui lui filait entre les doigts. Mais le jeu ne se limite pas à une rivalité entre ports voisins. Ce réalignement logistique a des effets collatéraux majeurs, à commencer par l'affaiblissement du levier de pression de la France. Certes, Paris n'a pas manqué d'adresser des avertissements fermes à Lomé, inquiet de voir le Togo faciliter la circulation vers des pays sahéliens sous sanctions. Mais dans les faits, la capacité réelle de la France à imposer sa volonté s'est érodée. Sa présence militaire au Sahel a fondu comme neige au soleil. Retrait du Mali, expulsion du Burkina et du Niger, contraction générale de l'architecture sécuritaire franco-africaine. Résultat, les menaces de représailles résonnent moins fort, d'autant que le Togo cultive habilement une posture de coopération sécuritaire sans jamais adopter la rhétorique anti-française radicale de certains voisins. C'est toute la subtilité de la stratégie togolaise, rester dans le giron institutionnel de la CEDEAO et de la coopération franco-africaine, tout en exerçant une souveraineté économique maximale au service de ses intérêts. Cela prive Paris d'une justification claire pour punir Lomé, sans risquer de projeter une image d'ingérence dans la gestion interne d'un État africain. Cette ambiguïté stratégique favorise le Togo et met la France face à ses propres limites. L'impact ne s'arrête pas là. La CEDEAO, déjà fragilisée par les débats internes sur l'opportunité et l'efficacité des sanctions, voit sa crédibilité entamée. Si un État membre peut s'enrichir en profitant d'une faille dans le dispositif sans subir de réelles conséquences, cela sème le doute au sein de l'organisation. Les autres États côtiers observent, analysent et pourraient bien s'inspirer de la neutralité rentable du Togo lors de prochaines crises. L'idée selon laquelle il suffit de s'aligner sur les décisions collectives au niveau du discours, tout en maximisant discrètement ses avantages économiques, n'a jamais paru aussi séduisante. Ce précédent n'est pas anodin. Il rebat les cartes incitatives pour chaque pays. Pourquoi supporter le coût d'une sanction si la solidarité n'est qu'un affichage et que certains profitent de la situation?
Le risque pour la CEDEAO est clair. À terme, son architecture de sanctions pourrait devenir inopérante, chaque État cherchant à tirer son épingle du jeu au détriment du projet régional. Pour la France, le danger est tout aussi grand. Voir son modèle d'influence s'effriter, non pas sous les coups de discours hostiles, mais à cause d'une perte d'efficacité face à des manœuvres plus subtiles, c'est un signal d'alarme. Les leviers de Paris se réduisent à vue d'œil, et la démonstration togolaise pourrait accélérer ce déclin. Alors, au-delà de la logistique, quelles menaces et quelles opportunités cette nouvelle configuration fait-elle émerger pour l'Afrique de l'Ouest et ses partenaires? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Gagner le transit, mais à quel prix? Derrière le succès flamboyant du port de Lomé et la montée du Togo en tant que corridor logistique clé, se cachent des défis et des risques majeurs qui pourraient tout aussi bien propulser le pays au sommet que le précipiter dans la tourmente. Voici ce que l'histoire récente du Togo nous enseigne, et pourquoi le modèle togolais fascine et inquiète autant ses voisins que les grandes puissances. D'abord, le boom du transit attire inévitablement les regards extérieurs. La Chine, par exemple, a massivement investi dans les infrastructures portuaires de la région, voyant dans la stabilité et le dynamisme de Lomé une opportunité en or pour sécuriser ses chaînes logistiques jusqu'au Sahel. Ces entreprises de transport et d'expédition sont aujourd'hui bien implantées à Lomé, comme dans d'autres ports ouest-africains, alimentant un flux commercial vital, peu importe qui contrôle les économies enclavées du Sahel. Pour Pékin, la prospérité du Togo n'est pas seulement une affaire de commerce, c'est aussi un levier discret, mais puissant, sur l'ensemble de la région. Mais la Chine n'est pas la seule à surveiller le corridor togolais. La Russie s'est clairement invitée dans le jeu, notamment à travers la présence de groupes paramilitaires, d'abord sous la bannière Wagner, désormais réintégrés sous contrôle officiel russe, dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso. Cette influence sécuritaire façonne les flux qui transitent par Lomé. Armes, équipements et personnel pourraient, via ce corridor, soutenir les régimes militaires du Sahel, autant qu'ils pourraient servir des intérêts moins avouables, y compris ceux de groupes armés. Pour le Togo, jouer les équilibristes entre la neutralité affichée et l'appétit de tels partenaires, c'est courir le risque de devenir la prochaine pièce sur l'échiquier d'une rivalité entre grandes puissances. Ce flot grandissant de marchandises, et parfois d'éléments plus sensibles, met d'ailleurs à rude épreuve les infrastructures de sécurité. Les réseaux routiers et logistiques qui font la fortune de Lomé sont aussi des autoroutes potentielles pour le trafic illicite, des stupéfiants aux armes, en passant par la contrebande et la circulation de groupes armés. Or, si les douanes et les services de renseignement togolais sont réputés efficaces à l'échelle régionale, ils font maintenant face à un défi inédit: contrôler des flux massifs et hétérogènes tout en préservant la fluidité qui fait la force du port. Le moindre relâchement pourrait transformer le Togo, de modèle logistique, en plaque tournante d'instabilité. Pour éviter ce scénario, Lomé investit: digitalisation des douanes, coordination accrue avec les voisins, collaboration sécuritaire discrète. Mais c'est un numéro d'équilibriste. Trop de zèle sécuritaire, et on mécontente les partenaires commerciaux. Pas assez, et le pays devient vulnérable aux infiltrations. C'est d'autant plus vrai que le transit vers des États comme le Burkina Faso ou le Niger ne concerne pas que des marchandises civiles. Il peut décider de la capacité de ces régimes à approvisionner leurs propres forces de sécurité, souvent en lutte contre des groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Le succès du modèle togolais repose aussi sur un autre pilier souvent négligé: la dépendance croissante des élites économiques et politiques du pays aux flux commerciaux. Plus le Togo s'impose comme passage obligé, plus ses décideurs deviennent captifs de ce modèle. Mais que se passerait-il si la CEDEAO, la France ou une autre puissance décidait de durcir les sanctions, de fermer des robinets bancaires ou d'appliquer des mesures punitives ciblées? Le gouvernement togolais devrait alors arbitrer entre la pression extérieure et les exigences internes d'une économie désormais branchée sur le transit. Un retournement brutal pourrait faire plonger l'économie, fragiliser le régime, voire provoquer des tensions sociales. C'est un jeu à haut risque. L'exemple togolais démontre à quel point des choix techniques, apparemment anodins, la gestion d'un port, la modernisation des douanes, la sélection des partenaires logistiques,
peuvent décider de la fortune ou de la faillite d'un État. Un simple ajustement de la vigilance sécuritaire ou une mauvaise lecture des rapports de force régionaux, et le modèle peut s'effondrer aussi vite qu'il s'est imposé. En définitive, le Togo, hier discret, est devenu à la fois un modèle et une cible. S'il réussit à maintenir l'équilibre, il pourrait redéfinir les règles du jeu régional pour longtemps. Mais chaque avancée comporte son lot de risques, diplomatiques, sécuritaires, commerciaux. Les voisins observent, prêts à s'inspirer ou à se défendre, tandis que les grandes puissances affûtent discrètement leur stratégie. Face à cette nouvelle donne, que doivent retenir les leaders, les citoyens et les observateurs? Souveraineté ou solidarité régionale? Qui l'emporte vraiment dans la nouvelle Afrique de l'Ouest? La question mérite d'être posée à l'aune du cas togolais. Car derrière ce qui pourrait passer pour une simple optimisation portuaire se cache une véritable démonstration de pouvoir. Au lieu de se contenter d'être un terrain de jeu pour les puissances extérieures ou une simple plaque tournante du commerce, le Togo a su exploiter à fond sa position charnière. En choisissant la neutralité stratégique, il a non seulement résisté à la bipolarisation du débat, entre maintien de la souveraineté nationale et exigence de solidarité sous-régionale, mais il s'est aussi hissé au rang d'arbitre discret des équilibres régionaux. Ce qui fait la force du Togo, ce n'est donc pas la confrontation directe ni le rejet spectaculaire des influences extérieures. C'est sa capacité à rendre indispensables ses infrastructures portuaires et logistiques et à offrir à chacun, qu'il s'agisse des pays du Sahel, des partenaires chinois ou même des acteurs russes, un accès vital, tout en restant suffisamment flou sur ses propres alliances. Cette agilité, loin d'être purement technique, est éminemment politique. Elle bouleverse les calculs de la CEDEAO, réduit la marge de manœuvre de la France et impose aux autres puissances de repenser leur stratégie d'influence. Le port de Lomé n'est pas qu'un point de passage des conteneurs. Il est devenu la clé de voûte d'une nouvelle architecture régionale où la neutralité affichée du Togo pèse parfois plus lourd que les interventions militaires ou les discours idéologiques. Ce repositionnement a des implications concrètes et parfois inattendues. Pour le Togo, il engendre un boom économique qui profite à des réseaux bien structurés, élites commerciales, transporteurs, travailleurs portuaires, douaniers. Tous deviennent, consciemment ou non, des soutiens objectifs à la poursuite de cette politique de neutralité, car elle s'aligne avec leurs intérêts matériels. Cette réalité limite d'autant la capacité des acteurs extérieurs à imposer des sanctions sans provoquer des remous internes majeurs. Mais ce choix implique aussi des risques. Si demain une coalition régionale ou des partenaires occidentaux décidaient d'imposer des restrictions sérieuses, sanctions économiques, isolement diplomatique, alors le calcul deviendrait beaucoup plus complexe pour les dirigeants togolais, pris entre la pression externe et la résilience des intérêts domestiques. À l'échelle régionale, le cas togolais force à reconsidérer le vrai moteur du pouvoir en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Ce ne sont plus forcément les États les plus peuplés ou les armées les mieux financées, mais ceux qui maîtrisent, par des choix apparemment techniques, les corridors logistiques de la région. Parce que contrôler un port, c'est contrôler le robinet de la croissance, la mobilité des ressources, la survie même des économies enclavées. Oublier cet aspect, c'est risquer un aveuglement stratégique lors des prochaines crises, qu'elles soient sécuritaires, économiques ou politiques. C'est aussi se priver de comprendre comment, par des décisions discrètes mais décisives, un petit pays peut faire basculer tout un équilibre régional et redéfinir la hiérarchie des puissances. En somme, le Togo nous livre une leçon fondamentale. En Afrique de l'Ouest, le pouvoir se joue désormais autant dans les entrepôts, sur les quais et dans les bureaux de douane que dans les palais présidentiels ou sur les champs de bataille. Comprendre ce déplacement du centre de gravité, c'est anticiper qui tiendra demain les rênes de la région. La prochaine fois que l'on parlera de crise ou d'opportunité en Afrique de l'Ouest, ne sous-estimez pas le pouvoir silencieux de la logistique.